Ariel, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci pour cette première du magazine Academ qui s'intitule Cuisine et Confidences et qui est un nouveau sujet sur lequel on va traiter de cuisine et de transmission. Ben, j'en attends énormément, j'en ai gros sur la patate. Quels souvenirs culinaires ou d'odeurs ou de saveurs tu gardes de cette première enfance au Maroc ? En fait, les souvenirs, ils reviennent quand on regoute des choses qu'on avait goûtées, dont on se rend compte qu'elles nous ont manqué. Par exemple, pendant un certain nombre d'années, je n'ai pas du tout goûté de srena ou de dafina, selon l'appellation. Et puis, lorsque j'en ai regoûté, je me suis dit, mais non, mais j'avais envie de ce truc-là depuis des années, je bouillais pour ça, mais en fait, je ne savais pas du tout où trouver ça, ou même, je ne savais même pas exactement le formuler. Et quand j'en ai remangé, je me suis rendu compte que oui, alors là, j'en avais vraiment mangé avant. Et puis, j'ai le souvenir de choses qui, en fait, de plats marocains, sans doute, qui se font plus trop, comme les cardes. J'ai le souvenir, évidemment, des fameuses truffes. On dit truffe parce que ça ouais. C'est plus noble. Des espèces de champignons, mais dont les gens qui ne sont pas marocains disent ça n'a aucun goût, alors que pour nous, ça a un parfum et un fumet invraisemblable. En réalité, je me suis rendu compte que j'aimais cette cuisine-là, puisque après j'étais en France, donc j'étais beaucoup plus dans le steak petit pois. Mais je me suis rendu compte que j'aimais cette cuisine-là, peut-être vers 15 ans, en allant chez des Arabes. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des odeurs là qui me parlaient. Et je pense que ces cuisines qui sentent le céleri et le curcuma, en fait, on les partage, quoi. Alors, raconte-nous ton plat. Bah, en fait, moi, je suis assez fasciné par les dénominations très simples d'Afrique du Nord pour certains plats. Par exemple, il y a des Marocains qui, quand ils font du poisson, il y avait ce poisson d'eau douce qui pullulait au Maroc et qui n'existe plus maintenant, et qu'ils appelaient le poisson, tout simplement. Bon. Alors, le plat s'appelait le poisson. Donc les Tunisiens, eux, oui, ils ont leur pâte à la sauce rouge. Les pâtes à la sauce, ok, ouais. Ou le blé. Tout est dit. On est censé comprendre que le blé, c'est telle viande, c'est très très précis le blé, il faut vraiment que ça soit comme ci et comme ça, que ça soit tel blé et pas tel autre, mais le nom, c'est le blé. Donc aujourd'hui... Donc aujourd'hui, ça s'appelle la viande. La viande. La viande, tout simplement, avec la sauce. D'accord. Voilà. Alors on a quand même une base de viande de bœuf. Oui. Et au niveau des légumes, aujourd'hui, on va accompagner donc la viande avec... avec des têtes d'artichaut, voilà, un peu de céleri et puis un truc qui n'est pas du tout marocain, qui est un légume africain d'origine bantoue qui s'appelle l'okra normalement et qu'on appelle le gombo. Absolument. Voilà. Bon, ben on y va. Allez. Ariel. Oui. Donc pour le plat, la viande, là on a un morceau de bœuf. Ouais. On le coupe en deux, on utilise tout. Alors moi je suis plutôt pour enlever déjà. Voilà la partie grasse là. Bon, alors là, il faudrait vraiment un boucher spécialisé, mais c'est toujours un plaisir de faire ça en écoutant une conférence Academ. Et ce qui est bien, c'est de faire des petits morceaux, quoi. Ah, comme un bourguignon en fait. Ouais, exactement. D'accord. Alors ça, c'est les morceaux qui normalement, dans l'histoire, ont été considérés comme des morceaux de pauvres, mais qui aujourd'hui sont cuisinés par des grands chefs, comme le paleron, la joue, le jarret, tous ces morceaux... qui étaient censés être des trucs de pauvres, quoi, qui ne peuvent pas se griller et tout, et dont on vainc la dureté en les mijotant pendant des heures. Voilà. Il est impossible qu'il n'y ait pas un peu de céleri, parce qu'en fait... Tu le coupes en petits morceaux comme ça. Ouais. On sait qu'on est au Maroc avec des céleris. Je remarque que c'est pas tellement le cas. Je vois pas trop de céleri dans les autres cuisines du Maghreb. Dans le couscous constantinois, oui, il y en a un petit peu. Alors, on met un peu d'huile. Oui. Pas trop, parce que ça va quand même en produire de soi-même. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que pour réussir les plats marocains, il faut fermer les yeux et mettre de l'huile sans trop réfléchir, quoi. Et que particulièrement la daf, il faut se dire non, c'est pas possible. Si vraiment on calcule la quantité d'huile qu'il faut, on le fait pas.
Donc il faut faire dans un état un peu inconscient comme ça. Il y a une vieille dame qui dit qu'il faut faire des tours d'huile. Donc Oui. 3 tours, c'est... Oui, les tours. Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va le saisir, ce bœuf, et puis on va de l'autre côté faire pas revenir dans le les... même, on va faire revenir les oignons. Alors, soit comme ça, soit en rondelles, ou les deux. Ah, d'accord. Ou on panache les deux. Alors, moment très très important, l'ouverture du sroug, qui celui-ci est un peu difficile à trouver, mais on en trouve quand même, je crois, à Paris, parce que c'est du sroug yéménite. En fait, c'est du piment, mais c'est bien plus que ça, parce qu'il y a des tas d'épices avec, et c'est une pâte dont on va se servir un peu comme les Indiens se servent du curry. Vous allez voir. Donc, voilà, c'est le dernier voyage pour cette viande qui s'apprête à vraiment vivre une grande aventure. Alors là, c'est pas du tout le moment où il faut faire autre chose, quoi. Il faut vraiment être dessus. C'est le moment où la viande va être saisie. On fait ici, on fait les oignons. Ah, ça a été très efficace sur les oignons. Combien tu as fait de tours d'huile là? 2 tours d'huile. 2 tours. Hop. C'est bien que la viande perde déjà une bonne partie de son eau à ce moment-là. Il y a des gens qui couvrent aussi quand on fait ça. Oui, on peut le faire. C'est pas mal de couvrir. Voilà. Là, on peut envoyer les oignons. Et les oignons, en fait, ils vont aussi perdre pas mal d'eau. Oui. Donc, c'est bien de les faire à côté de la viande. Ça, la viande est bien saisie sans être bouillie. La vraie cuisson, elle n'a pas de limite vraiment. C'est de 2 à 5 heures, à 6 Absolument. heures. Arrive le moment où on sale. Là, on peut même un peu magouiller, prendre de ça. Du jus de la viande pour faire revenir les oignons. Le mettre déjà là. Voilà, pour qu'il y ait le moins possible un effet bouilli dans la viande. Prochaine étape. La prochaine étape, il faut quand même que les oignons arrivent à un peu... Soit dorés. Bah ouais. Alors si on était vraiment des vrais Marocains, on se disputerait là. Bah là, mais non, mais tu connais rien, tu as toujours été jalouse de moi, etc. Ça, c'est la recette de ta famille, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir donc du sroug comme un peu les Indiens se servent du curry. C'est-à-dire qu'on va presque badigeonner la viande. La viande, ouais. Essayer de faire en sorte que ça s'imprègne pour qu'après l'eau vienne détendre tout ça. Mais finalement, le piment va disparaître avec les légumes. Ouais. Donc ça ne sera pas aussi épicé, quoi. Voilà, exactement. Ça sera juste épicé, pas pimenté. Donc là, les morceaux de viande sont colorés et imprégnés du sroug. L'avantage avec ce sroug yéménite, c'est qu'on peut être sûr qu'aucun chef français nous le piquera. Ça les intéresse pas vraiment des masses, quoi. Ça reste très ethnique comme truc, quoi. Voilà, une fois qu'on voit comme ça que c'est bien imprégné, allez hop. On mélange dans les oignons. Dans les oignons. Est-ce que tu veux qu'on mette ça là-dessus? On va le mettre là-dessus, oui. Hop. Voilà. Voilà. Tout maintenant va prendre à peu près la même couleur, donc les oignons et la viande. Et c'est la base de notre histoire. Je couvre.
Alors on va préparer pendant ce temps un petit truc. Donc en fait, la plupart des gens, lorsqu'ils mettent des épices dans un plat, se dirigent vers le plat et le mettent comme ça. Or non, c'est pas comme ça que la cuisine marocaine se fait. La cuisine marocaine, elle se fait avec des épices qu'on va mettre dans un petit récipient. Donc là, on met du curcuma. Là, c'est le curcuma qui est un mot qui n'est jamais dit en... Le jaune. Voilà, c'est le jaune. Et ça, c'est le rouge, donc c'est le paprika. On va en mettre un peu plus même. Alors, il paraît que le curcuma a des... C'est une racine, en fait, le curcuma, comme le gingembre, et que ça a des vertus antioxydantes incroyables. On va mettre le sel avec et le poivre. On met tout comme ça ensemble. Est-ce qu'on met du cumin? Je ne crois pas. Non. Voilà. Alors là, il faut vraiment... Alors les Français, ils ont les doigts jaunes à cause de la gauloise. Et les Marocains, ils ont les doigts jaunes à cause du curcuma. C'est la règle. Et il faut vraiment que ça soit bien homogène. Donc là, on met tout dans notre... Ouais. Voilà. Et donc, on va faire un peu... On remue un peu. Donc curcuma, paprika, sel et poivre. Et sroug. Et sroug avant avec la viande, bien sûr. Étape céleri. Ça devient très joli là, avec le vert du céleri. Là, il se passe quelque chose de décisif entre les épices, le sroug et le céleri. Moi, ce que je fais là, c'est que je mets un peu d'eau. Alors, toujours de l'eau froide? Oui. Pour saisir aussi Ça libère tout ce qui est collé à la paroi et au fond. Vous pouvez constater que ça a quand même une belle couleur. Une belle couleur. Voilà. Et là, on peut mettre dans l'ordre ça parce que c'est plus coriace, les artichauts. Et ce qui est bien, c'est d'attendre que chaque chose ait bien pris la couleur. Et alors pour le blé qu'on va faire, on va le faire traditionnellement, c'est long le blé. Moi, j'aime bien faire le blé à l'autocuiseur de riz. En fait, ça marche très très bien. Ça gonfle bien. Voilà, ça gonfle bien. On met, alors quand on a un très bon riz, on met exactement la même quantité d'eau que de riz. Pour le blé, je pense que c'est plutôt 1,5 fois, voire 2 fois le volume. Et il faut surveiller avec du sel. Et on peut mettre effectivement du rouge et du jaune, pareil, pendant cette cuisson-là. Moi, ce que j'aime bien aussi avec le blé, c'est de prendre des oignons en rondelles, ce coup-ci, pas en quartier, mais en rondelles, les faire revenir à la poêle avec de l'huile et de l'eau sucrée, peut-être même de la cannelle, parce que ce qui est très bon, là, c'est le blé qui prend un peu du sucre et puis surtout qui a ce jaune et cette cannelle qui confise l'accompagnement. Alors voilà, maintenant, voilà où on en est. Regardez, c'est quand même assez... succulent. Ouais, c'est coloré. Alors c'est plutôt un plat que tu vas manger le vendredi soir ou le samedi midi finalement? Est-ce que tu considères que c'est comme une daffe et qu'on va le laisser sur la plata? C'est plutôt le samedi midi. Ouais, plutôt le samedi midi, ça va bien rester et bien infusé. Donc là, on met les gombos. Voici nos amis les gombos. Alors là, c'est un moment d'émotion, j'imagine, pour nos amis tunisiens. De voir un Marocain qui cuisine des gombos, c'est dingue. Ça sera des millions de vues sur YouTube. Donc c'est vrai que la tradition des gombos, c'est le fameux plat tunisien, le gnaouia, voilà, qui est à base d'aubergines, d'oignons, de gombos et de viande. En fait, c'est pas si loin, sauf que... Non, c'est pas si loin, mais tout ça n'est pas si loin qu'on veut bien le dire.
Ce sont des choses qui sont très très similaires, très proches, avec les mêmes ingrédients. Bon, il y a des herbes qu'on trouve plus en Tunisie, comme la molokhia, des choses qui sont plus dans la sphère égyptienne, libyenne, etc., que dans la sphère marocaine. Il y a Flio qui est plus marocain. Ça compte beaucoup, hein, les herbes. Et tu cuisines tous les Shabbats pour préparer tous tes Shabbats? Oui, toutes les semaines? Quand je peux, oui. Sinon, il m'arrive franchement d'acheter des choses toutes faites, si je peux me permettre de donner une bonne adresse, peut-être. Bien sûr. Eau de Rose, avenue de Versailles. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Si vous êtes marocain, c'est juste splendide. Et voilà, alors maintenant, on va mettre un peu d'eau. Le gombo, d'abord, il se casse jamais, il garde toujours une certaine tenue. Et les graines et le cartilage légumineux qu'il y a au milieu lie la sauce. Oui. Parce qu'il a quelque chose de gluant. De gluant, absolument. On couvre. Et là, on laisse partir. On baisse le feu. Au maximum. On baisse le feu et on en a pour 4 heures. 4 heures, très bien. 4 heures. Et puis, et voilà. en fait, au moment de servir, on dresse donc sur la viande et ses légumes dans un plat et le blé à part. Le blé à part, ouais. D'accord. Donc là, on a une viande avec son accompagnement. Donc, plat de Shabbat traditionnel qu'on finit sur la plata. Oui. Donc, il est cuit à 70%. D'accord. Et ça, c'est une recette que tu fais régulièrement, qui t'inspire Oui, c'est une recette où je mets tout ce qui constitue plus ou moins la cuisine de Shabbat marocaine. Via les ingrédients. Voilà, mais c'est pas orthodoxe. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui considèrent que quand on met du curcuma, on ne met pas du cumin. Ou des choses comme ça. Et moi, je peux faire un plat où il y a du cumin et du curcuma. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir le rouge et le jaune, donc bien mélangé avec le sel et le poivre, comme on a fait tout à l'heure, mais de mettre de l'huile dedans et de garder une bouteille, dans une bouteille, d'avoir ça en permanence. Ça, c'est vraiment le truc, la macération des mamies marocaines. C'est le truc magique qu'on sort d'un seul coup et qui va faire la différence. Et donc, cette préparation, curcuma, paprika, huile d'olive, dans la semaine ou pour d'autres plats, tu l'utilises régulièrement? Oui, tu peux en préparer une pour toute la semaine ou tu fais d'autres plats avec régulièrement. Des poissons aussi? Oui, absolument. Par exemple, le poisson de Shabbat avec des pois chiches, le hout bel hams. Ariel, voilà, le plat est cuit. Non, donc, un chien. On va goûter la viande marocaine. Ouais. Vraiment de la grande hôtellerie de grande classe. Hein. Donc là, premières impressions. Pas mal du tout. Très anxieux. Tu veux pas le truc c'est délicieux. C'est excellent. C'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, c'est super bon. Ouais. On sent beaucoup les épices. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas réalisé, on sent bien le goût du céleri. Ouais. Ça mais il faut que chaque élément habite chez l'autre, quoi. Eh bien, merci de cohabitation. Pour ce mariage des saveurs. Eh bien, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.